à tous et à toutes. Merci, monsieur le secrétaire général, de votre invitation. Je crois que vous avez pris une initiative formidable ici à l'OCDE, en effet, pour contribuer à la préparation de la COP 21. D'ailleurs, l'OCDE a toujours été un lieu d'échange et un laboratoire d'idées dont nous avons particulièrement besoin cette année. D'abord, dans la perspective de la conférence d'Addis Abeba, dont Hélène Clark vient de parler longuement, mais aussi dans la perspective de l'adoption en septembre de l'agenda du développement durable, des objectifs du développement. Et ces deux événements vont constituer un temps très fort pour la conférence de Paris de décembre prochain. Vous venez à l'instant, l'un et l'autre, de faire en effet un remarquable panorama à la fois des ambitions à réaliser, et des difficultés aussi pour les réaliser, des étapes à franchir, et puis de l'ensemble des problématiques qui doivent nous conduire les uns et les autres à mettre en mouvement le monde entier. Alors vous avez choisi de mettre l'accent aujourd'hui sur le rôle central des investissements d'avenir et de l'innovation, pour que l'ensemble de nos pays prennent le tournant de la nouvelle économie décarbonée, qui est non seulement indispensable pour lutter contre le dérèglement climatique, mais qui constitue aussi le levier majeur d'une nouvelle prospérité, créatrice d'activités et d'emplois, et qui peuvent permettre aussi de combattre plus efficacement les inégalités et la pauvreté. Car tout cela est lié. C'est tout l'enjeu de la croissance verte et du nouveau modèle de développement économique, social, écologique, dont elle est porteuse pour l'ensemble de nos pays. L'OCDE s'est depuis longtemps penchée sur ces différentes dimensions d'un développement véritablement durable, et je tiens à saluer l'excellence de vos travaux sur le financement public et privé de l'investissement climatique, sur les politiques aussi menées dans différents pays, à la fois leur réussite et les freins à lever pour plus d'efficacité, ainsi bien sûr que l'importance du nouveau rapport sur l'alignement des politiques pour une économie bas carbone, qui montre la nécessité d'une cohérence entre les différentes politiques publiques concourante à cette transition nécessaire et qui sera présentée demain d'ailleurs lors de la réunion des ministres. Ces analyses constituent des outils extrêmement précieux pour nourrir le débat public, pour éclairer les décideurs et pour préparer la COP 21. La vérité, c'est que si les uns sont aujourd'hui plus dangereusement exposés que les autres, nul pays n'est à l'abri, et c'est là la première raison que nous avons de nous mobiliser et de coopérer. Deuxième idée, toute simple, nous savons maintenant que l'inaction coûte cher. Et cela d'autant plus que nous savons, les travaux du GIEC, les travaux de l'OCDE, les travaux de l'Agence internationale de l'énergie, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le rapport Stern-Calderon et d'innombrables études, le Programme des Nations Unies pour le développement, chère Hélène Clark, tout cela nous alerte depuis des années et aboutissent à des conclusions convergentes. Nous savons que les activités humaines sont bien à l'origine du réchauffement climatique. Nous savons que l'inaction coûte déjà et coûtera de plus en plus cher. Toutes les évaluations chiffrent ce coût en points de PIB et en milliards de dollars perdus. Nous savons que le laisser-faire climatique est un non-sens économique et nous savons que la dérive climatique et la dérive des coûts pour nos économies et la destruction de valeurs vont de pair. Troisième idée, nous savons maintenant que l'action rapporte. Mais nous savons aussi qu'agir pour le climat, cela suppose des investissements, des financements, mais que c'est de loin la solution la plus profitable et la plus rentable, au bon sens du terme. Rentable pour les activités humaines, rentable pour l'emploi, rentable pour la qualité de vie, rentable pour la biodiversité. Quatrième idée, le réalisme économique et la raison climatique sont indissociables. Longtemps, beaucoup ont opposé le réalisme économique et la raison climatique. Nous savons aujourd'hui qu'ils sont indissociables. Au sommet de Rio, que j'évoquais tout à l'heure, j'y étais en 92, beaucoup d'entre vous y étaient. Bien des choses n'ont depuis cette date pas suffisamment progressé. Mais des choses ont formidablement progressé également, et notamment la prise de conscience, qui s'est amplifiée, qui s'est accélérée. Combien s'est imposée l'idée qu'économie et écologie, loin de s'opposer, sont liées. Combien les entreprises sont de plus en plus nombreuses à en être convaincues et à agir en conséquence. Cinquième idée, relever le défi climatique est une chance à saisir. C'est pas un fléau, c'est une formidable chance à saisir. Ce n'est pas une contrainte seulement que nous devrions subir,
c'est une chance, je le répète, à saisir. Pourquoi? Parce que c'est une chance d'innover, c'est une chance de créer des activités nouvelles, des emplois durables, une chance de croissance, une chance de prospérité, une chance de développement, une chance d'innovation, une chance de créativité, une chance de rassemblement, une chance de démocratie. Je fais le pari, comme vous l'avez dit, Monsieur le Secrétaire général, que nous entrons dans un monde nouveau où l'intérêt bien compris des entreprises et du secteur financier peut rejoindre l'intérêt de la planète et de l'humanité qui y vit, à condition, bien évidemment, d'y mettre des règles, de la transparence et de la démocratie. 6e idée, nous devons passer de la bataille des idées à la bataille de l'action. Nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité où nous avons gagné la bataille des idées. C'est déjà un formidable progrès en 20 ans. Les origines humaines du dérèglement climatique sont avérées. Nous savons que l'efficacité économique et l'efficacité écologique ne peuvent plus aller l'une sans l'autre. Ce que nous devons maintenant gagner, c'est la bataille de l'action, qui suppose une mobilisation de tous les acteurs, étatiques et non étatiques, une mise en mouvement dans le même objectif de toutes les forces vives de nos sociétés, citoyens, territoires, ONG, chercheurs, entreprises. 7e idée, chaque pays doit s'engager. Donc peut-être un mot sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte que je suis en train de faire voter par le Parlement français, puisque la France, qui a à la fois la lourde charge et le grand honneur de présider la 21e conférence des partis, a voulu s'appliquer à elle-même la démarche préconisée à l'échelle internationale. C'est pourquoi notre Parlement est en train d'adopter, avant le sommet de Paris sur le climat, la loi que je lui ai présentée sur la transition énergétique pour la croissance verte et la loi sur la biodiversité, la protection de la nature et des paysages. Pour organiser la mutation de notre modèle énergétique, pour faciliter la mobilisation de tous les acteurs publics, pour mobiliser les moyens financiers accessibles à tous, pour que la lutte contre le dérèglement climatique, le développement d'une nouvelle économie décarbonée, la reconquête d'une relation harmonieuse entre l'homme et la nature, car nous sommes toutes parties intégrantes de la chaîne du vivant, puisse être l'affaire de tous, sans que la barrière de l'argent y fasse obstacle dans le cadre d'une démocratie environnementale plus participative. 8e idée, des solutions existent. Et cela d'autant plus que ces solutions à portée de main dans le monde entier, souvent à l'initiative des territoires, des réalisations foisonnent, vous en avez exposé d'ailleurs dans le hall ici, de vos locaux, et il est aujourd'hui possible de généraliser et d'accélérer. C'est d'ailleurs tout l'objectif de l'agenda des solutions, que de montrer cette créativité, que ce soit des pays riches ou des pays pauvres, des pays émergents ou non. On voit partout des réponses concrètes, des réponses opérationnelles qu'elles apportent. Beaucoup de choses sont donc possibles aujourd'hui qui ne l'étaient pas, ou pas autant, lors des dernières décennies, à condition que la volonté politique soit plus forte et que les risques d'enlisement soient mis de côté, à condition que dans l'intérêt bien compris de chacun de nos pays, pour mieux protéger ce bien commun de l'humanité qu'est le climat, nous unissions nos efforts dans un esprit de justice, sans prétendre uniformiser les réponses, respectueux de la situation de chacun et de la responsabilité qui nous incombe. Ce sont maintenant les entreprises qui, hier, étaient majoritairement hostiles aux réglementations environnementales, qui étaient perçues comme contraignantes, des entreprises qui étaient hostiles au principe pollueur-payeur, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à réclamer, dans le sillage de l'initiative de la Banque mondiale, la fixation d'un prix mondial du carbone, qui est effectivement une nécessité. D'ailleurs, une soixantaine de pays font déjà payer le CO2 par l'intermédiaire de taxes ou de marchés carbone, et plus de 150 entreprises travaillent déjà avec un prix du carbone en interne. Deuxièmement, la généralisation de l'accès aux énergies renouvelables doit correspondre, notamment dans les villages de l'Afrique rurale, comme dans les métropoles des pays industrialisés, à un gain de bien-être et de pouvoir d'achat pour les populations. La loi française sur la transition énergétique, par exemple, aide financièrement les ménages à réaliser des travaux de transition énergétique. Dans la région de Fatick, je l'ai vu personnellement au Sénégal, puisque ma région, Poitou-Charentes, est jumelée avec Fatick, et nous avons noué des accords de coopération décentralisés.
L'arrivée dans les villages des fours solaires a déchargé les femmes des heures passées à ramasser le bois pour cuire les aliments, a permis d'enrayer la déforestation. Elles ont pu utiliser ce temps libéré pour se former. Et avec l'éclairage solaire, les enfants peuvent faire leurs devoirs, lire dans de bien meilleures conditions après le coucher du soleil. Ces quelques exemples parmi bien d'autres pour vous dire économie verte, progrès social, accès à l'éducation doivent aller de pair. Et dans les journées là qui vous rassemblent aujourd'hui, je sais que beaucoup d'idées vont encore être échangées, que ce mouvement va s'accélérer pour nous voir tous ensemble en décembre réussir, rendre des comptes à l'humanité et prouver que l'intelligence humaine, les intelligences humaines ont pu se rassembler et créer une intelligence collective qui va nous permettre de vivre mieux tous ensemble sur notre planète. Merci de votre attention.